Aujourd'hui dans Anthropods, on va parler d'un sujet qui est de plus en plus mis en avant, surtout au vu de l'actualité, les situations de handicap et surtout comment on les représente. Alors attention, aujourd'hui on se concentre surtout sur les handicaps dits visibles, mais bien évidemment on parlera des autres formes de handicap dans de futurs épisodes. Mais du coup, si on parle de représentation, est-ce que c'est quelque chose qui est répandu dans les mangas? Que de questions. Eh bien, vous êtes prêts, prêtes? Ok, parfait. 3, 2, 1, place au générique. Voilà, on y est. Alors on arrête de blablater et on se met au travail. Ouvre grand tes oreilles, c'est important. Je suis pas bête, je sais que ça va pas être facile. T'as pas besoin de prendre des notes pour ça, enfin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anthropods. Quelle joie, quel plaisir de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode. À l'assaut des clichés sur le handicap, voilà un titre qui veut tout et rien dire, parce que handicap, c'est très large comme notion, et pour en parler justement de ce handicap, qui serait un mot fourre-tout, j'ai le plaisir d'avoir un ami très proche. J'ai nommé le grand, le talentueux Sacha. Bonjour Sacha. Bonjour Maxime, salut. Bonjour tout le Comment monde. tu vas ? Bah super bien, et toi ? Bah écoute, ma foi, ça va, il fait beau, il fait chaud. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois, mais en même temps, là j'avoue que plus le temps passe, plus le mois d'avril est agréable. Alors Sacha, est-ce que tu pourrais te présenter? Qui es-tu pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas? Alors je m'appelle Sacha et à l'heure actuelle je suis étudiant, je suis bordelais, on a été dans la même fac, hein, c'est pour ça qu'on Exactement. qu'on se connaît bien. Et puis que dire, je suis un grand amateur de manga et d'anime et de Japon, et pas que, je suis aussi en situation de handicap moteur, d'où ma présence avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Alors effectivement, comme tu viens de le citer, si je me suis permis de t'inviter aujourd'hui, c'est parce que tu es en situation de handicap moteur, tu viens de le dire. Est-ce que tu peux nous en dire plus quant à ton handicap? Ouais, bien sûr. Donc déjà, en fait, les handicaps moteurs, c'est une grande famille. Et les handicaps moteurs, c'est tous les handicaps qui vont affecter un membre ou plusieurs. Les membres, ça peut être que les membres supérieurs, donc les bras, que les membres inférieurs, etc. Mhm. Et donc moi, mon handicap, si on veut utiliser le terme clinique, c'est infirme moteur cérébral. Pour être un peu moins trivial, on va dire, je suis né grand prématuré, c'est-à-dire qu'au lieu des 9 mois classiques, je suis né à 6 mois et demi. D'accord. Et la conséquence, c'est que pour faire simple, la partie du cerveau qui dirige les jambes, c'est pas bien développé. Ce qui fait que je peux marcher, j'ai des béquilles, mais je m'essouffle assez vite, on va dire, je me fatigue assez vite, donc au Mhm. quotidien, j'utilise un fauteuil roulant pour me déplacer dans ma vie au quotidien. D'accord. Ben merveilleux, merci beaucoup. En plus de ça, très 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 grand lecteur de manga. Ah, Hein. je sais pas si on peut aller jusque-là, mais j'en ai lu quelques-uns, ouais. En tout Je cas, suis on pas a autant que toi, en tout cas. En tout cas, si vous voulez tout savoir, si j'ai bien un compagnon de librairie, c'est bien lui, son porte-monnaie me connaît que trop bien. Oui, malheureusement. Alors effectivement, le handicap, c'est un sujet, comme je l'ai dit, vaste. D'ailleurs, pour le bien de cet épisode, on va considérer le handicap selon la loi de 2005, du 11 février 2005, pour l'égalité des droits et des chances, où constitue handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive, d'une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. Dès lors, pour ce premier épisode qui, je l'espère, est le premier d'une longue liste, on va se concentrer majoritairement sur ce qui est dit comme handicap visible, c'est-à-dire des handicaps qui se manifestent par des limitations physiques claires, souvent liées à des troubles moteurs ou sensoriels. Il
Il faut savoir, Sacha, aussi, pour celles et ceux qui nous écoutent, que tu es allé au Japon. Tout à fait. J'ai eu cette grande chance. Ouais, je suis allé au Japon en 2014, donc ça remonte maintenant, ça fait 11 ans. Ouais. Et donc c'était génial, je suis parti avec ma famille. Et ouais, on a fait un espèce de road trip de l'archipel d'Okinawa. Et puis après, on a traversé voilà, toutes les îles, enfin les îles principales, Tokyo, Kyoto, la Incroyable. campagne, etc. Donc c'était vraiment une belle expérience ouais, à ce niveau-là. Incroyable. Et ça sur un mois, hein. Sur un mois, ouais, effectivement, ouais. Ok. En plein été, il faisait hyper chaud. C'est vraiment la pire saison, il paraît, enfin, pour y aller. Même s'il n'y a pas de pire saison pour aller au Japon, Oui, aller au non, Japon. non, oui, voilà. Mais il fait très chaud, très humide, mais c'était génial, j'ai adoré et je n'ai qu'une hâte, c'est y retourner. Si je me souviens bien, en quelle année tu y allais? Donc en 2014, En 2014. ouais. Alors, Qui est d'ailleurs une année importante pour le handicap au Japon. exactement. Est-ce que tu peux nous en Voilà. dire plus? Eh bien, c'est l'année où il y a eu la grande loi sur le handicap au Japon. Mhm. Donc, faut savoir qu'en France, on a eu une grande loi sur le handicap, qui est la loi de 2005, euh, qui en fait a pour but. Il y avait bien évidemment déjà des personnes handicapées avant, et il y avait déjà des lois qui traitaient du handicap avant cette date-là. La loi de 2005 en France et la loi de 2014 au Japon ont le point commun de vouloir être des lois transversales qui D'accord. vont un peu toucher à tous les milieux de la société, la vie quotidienne dans la rue, pour l'accessibilité, pouvoir avoir égalité des chances au travail, à l'école, voilà, tout ce qui est aide médicale, etc. Donc c'était une année voilà 2014. Moi j'étais trop jeune à l'époque hein, en 2014. J'avais quoi 12 ans donc j'étais pas Oui. dans voilà. C'est une loi importante sur le Japon pour le Japon sur le handicap. Ouais. Et en fait moi quand je me souviens d'une chose c'est que quand j'y étais allé sur le par rapport à mon handicap et le Japon, c'est que alors déjà le Japon finalement c'est composé à très grande majorité de montagnes. Donc c'est un Hmm. pays qui est assez Oui. vallonné Hmm. en règle générale. Donc quand on est en fauteuil roulant, quand on est à Tokyo ça va parce que c'est une baie. Enfin les grandes villes c'est peut y avoir des coins vallonnés, mais ça va. Mais c'est vrai que dès qu'on s'aventure dans la campagne, c'est de suite parfois un peu le parcours du combattant, surtout qu'au Japon, notamment dans les villes campagnes ou les plus petites villes, il n'y a pas forcément de trottoir. Donc les D'accord. gens sont sur... voilà. En tout cas, à l'époque, je me souviens que c'était un peu ça. Donc parfois, c'était un peu compliqué. Mais pour autant, je me souviens aussi que j'avais l'impression qu'ils étaient vachement en avance sur certaines choses. Notamment, c'est la première fois que j'ai vu, tu vois, les espèces de plots jaunes, enfin les chemins un peu Oui. en relief pour les personnes malvoyantes ou voilà, qui s'aident d'une canne, etc. Donc il y en a vraiment partout, dans toutes les rues au Japon. Et c'était la première fois que j'en voyais, parce qu'en France, on en a Hmm. pas autant. Et aussi, c'était la première fois que je voyais bon pour les amateurs d'animé, on l'entend souvent, c'est tu sais les feux Hmm. qui font du Oui, bruit totalement. pour te dire quand il faut traverser, etc. Et donc, ils sont aussi destinés à aider les personnes malvoyantes, etc. Donc voilà, c'est vrai que les premiers les premières, on va dire, mes premières perceptions du Japon vis-à-vis du handicap, c'est que je me disais, waouh, ils sont quand même vachement en Hmm. avance. J'avais jamais vu ça ailleurs. Là où en France, on a, allez, une ligne de métro à Paris qui est accessible pour les PMR. Ce qui fait que aujourd'hui, le Japon pourrait être considéré comme un pays en avance sur les différentes formes de handicap. Après, on verra tout au long de l'épisode que cette apparence, au final, peut être très vite contestable. Ouais, alors effectivement sur cette question d'accessibilité, ils sont peut-être plus en avance sur le métro parce que voilà aussi leur métro est beaucoup plus récent que celui de Paris par exemple. Hmm. Donc voilà, sur certaines questions d'accessibilité, ils vont et puis en plus bon
les Japonais étant quand même sympas, ils vont quand même essayer de t'aider si t'as des problèmes, etc. Ouais. Donc ils sont quand même vachement en avance, ouais, sur ces questions d'accessibilité, même si parfois, par exemple, les- ça devient difficile quand tu vas dans des, tu sais, les ryokan Oui. ou certains temples ou certaines bâtisses qui sont assez anciennes. Donc voilà, mais sinon oui, on arrive à s'en sortir. Et d'autant plus, depuis les Jeux paralympiques de Tokyo, enfin les Jeux olympiques puis paralympiques de Tokyo, où justement le pays a essayé de mettre en avant une considération plus importante pour les personnes en situation de handicap. Totalement. Néanmoins, et c'est là où le bas blesse, c'est que, en fait, si d'apparence, ces personnes vont avoir plus d'accessibilité dans ce pays-là, la considération pour ces personnes, dans la société japonaise, est tout autre, bien moins glorieuse que l'accessibilité. Ah oui, alors c'est tout le paradoxe finalement. C'est à la fois effectivement une avance sur certains sujets comme l'accessibilité et sur d'autres sujets, notamment sur les questions de discrimination, etc. Ils sont très en retard. Hmm. Très en retard. Je vais je vais citer voilà, quelques petits exemples. Déjà, bon, la loi de 2014, c'est quand même assez tard. Hein. Oui. Voilà. Donc c'est pas anodin. Mais en plus de ça, sur les questions, on sait qu'il y a beaucoup plus de discrimination envers les personnes handicapées dans le milieu du travail au Japon qu'en Hmm. France. Sur le système de santé, le système de santé japonais est un peu comme le nôtre, c'est-à-dire que l'État va donner des aides, des subventions pour aider les personnes handicapées ou à mobilité réduite. Donc ça va, mais enfin ce que disent les personnes handicapées au Japon, c'est que c'est pas suffisant du tout pour pouvoir subvenir aux besoins. Hmm. Et puis surtout, et là ça c'est plus, on va dire, c'est beaucoup plus inquiétant. Il faut savoir que le Japon, entre 1948 et 1996, Oui. et j'insiste sur 1996, avait des lois qu'on qualifie des lois eugénistes. Hmm. C'est-à-dire que, alors ça concerne pas les personnes handicapées moteurs, mais les personnes handicapées mentales. C'est-à-dire que si jusqu'en 1996, si on voyait avant la naissance de l'enfant que l'enfant allait avoir un handicap mental type trisomie 21 ou autre, la mère était forcée d'avorter. Forcée. Hmm. D'accord. Et si ça arrivait après la naissance, on s'en rendait compte après la naissance, les personnes atteintes de ces handicaps mentaux étaient stérilisées de force. Donc D'accord. on estime qu'il y a, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais des dizaines de milliers de personnes handicapées mentales au Japon qui ont été stérilisées. Donc déjà, c'est quand même euh, hyper inquiétant pour un pays comme le Japon, surtout voilà dans les années 90. Hmm. Et même plus récemment, sur un autre sujet, le gouvernement japonais s'est fait épingler parce que il disait donc il y a donc la loi de 2014 impose comme en France des quotas de personnes handicapées dans les En entreprises entreprise. Ouais. et notamment eh bien, dans le service public japonais l'État le gouvernement japonais a menti sur les taux de personnes Hmm. handicapées qu'ils embauchaient et l'avait fortement surévalué. Donc voilà, il y a quand même quelque chose de très préoccupant. Et en fait, pour moi, ça s'explique, je pense, enfin c'est mon explication, hein, Hmm. mais Bien sûr, oui, oui. pour moi, en fait, le handicap, si on voudrait le définir et définir ce que c'est le plus succinctement, plus simplement, c'est finalement ne pas correspondre à la norme de la société. D'accord. C'est un handicap, donc voilà, physique, sensoriel, mental, psychique, etc. Va faire que on va s'éloigner de la norme de la société, c'est-à-dire ben voilà, on va pas se mouvoir de la même manière, on va pas Hmm. pouvoir s'exprimer
utiliser ses capacités cognitives de la même manière, ce qui fait qu'on s'éloigne du reste de la norme de la société. Or, pour un pays comme le Japon, la norme est tellement importante. Voilà, on parle souvent de la société japonaise, c'est souvent un peu on va dire un moule où voilà, il faut que tout le monde, faut que personne sorte du rang, etc. C'est très codifié. Et ben dès qu'il y a quelqu'un qui va sortir un peu de ces codes-là, de ce moule-là, même si ben, il n'a pas le choix, eh bien il va être d'autant plus discriminé ou ça va être d'autant plus compliqué. Et c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur de t'inviter sur cet épisode, parce que comme tu le dis, le handicap a vraiment une fonction, enfin une réalité sociale. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la loi de 2005 appuie vraiment une définition du handicap, où le handicap, c'est toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, due notamment à une altération physique, mentale, cognitive ou psychique. Donc, le handicap est forcément relié à la société, et tous les exemples que tu listais font écho à un rapport publié le 23 août 2022 des Nations Unies, où, comme tu le dis, effectivement, il y a cette vision eugénique. On y reviendra d'ailleurs, mais ce qui est frappant, c'est la considération, on va dire, sociale, sociétale des personnes en situation de handicap, puisque en soutien à la théorie de Annelise Mitou, qui est maîtresse de conférences en études japonaises à l'université de Paris-Cité, et qui justement fait des recherches sur le handicap au Japon, ben, le rapport et donc Annelise Mitou souligne que aujourd'hui, ces personnes-là subissent une considération basée sur le modèle médical et caritatif. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a un sentimentalisme très fort et on va dire que les personnes valides se sentent obligées de prendre en charge ces personnes handicapées, ce qui crée une dépendance. On y reviendra avec des mangas dont on parlera tout à l'heure. Et cette dépendance va impliquer peu d'aménagement dans la vie de tous les jours, et des cas comme le fait qu'il n'y a pas de reconnaissance officielle de la langue des signes, ou que, au niveau juridique, il y a un manque de recours en cas de violation des droits de l'homme des personnes handicapées. Et ça, c'est hérité d'un côté du bouddhisme, et de l'autre côté, la prise en charge est vraiment liée aux traditions japonaises, dont on parlait déjà il y a 2 épisodes, quand on parlait de féminisme. Donc en fait, toutes ces personnes-là sont dans une situation de précarité, une situation de dépendance. Et si ça vous intéresse, je ne peux que vous renvoyer au rapport et à la restitution du site PPR Autonomie, dont les explications et les restitutions seront disponibles en description. Et cette vision eugénique dont tu parlais, eugéniste également, ça a mené à des événements terribles en 2016. Effectivement, ça a mené à ça. Alors, je me souviens, si je me souviens bien de l'affaire, c'est un homme qui s'est introduit dans un centre pour personnes handicapées. Je sais plus si c'était un handicap mental ou Il enfin me un semble centre de que c'est un handicap rééducation. mental. Voilà. Et donc, il a tout simplement tué, je sais plus combien de 19 personnes. 19 personnes. Ouais. Et, et également 26 blessés. Voilà. Bah ça. Malheureusement, voilà, finalement c'est important de se souvenir de ça parce que bah, aussi la discrimination, et tu vois tout à l'heure tu parlais effectivement le handicap se vit aussi à travers du regard de l'autre, à travers le regard de la société, et quand ce regard n'est pas forcément bienveillant, ce regard est discriminant, ce regard est parfois un regard de peur, de mépris, voire de haine, eh ben, ça peut mener à ce genre d'événement dramatique. Effectivement. Et pour continuer sur ce que tu disais tout à l'heure, puisque le handicap est un sujet de société, quoi de mieux qu'un objet culturel pour en parler? Tu me vois venir, le manga.
Et Ah bon? effectivement, et oui, non, mais c'est fou, plus de 20 minutes de conversation et on n'a toujours pas parlé de manga. Je suis un très mauvais animateur. Heu, mais donc effectivement, dans cet épisode, on va voir différents mangas qui traitent du handicap de manière frontale ou de manière détournée. Et avant de commencer, je souhaiterais faire un petit disclaimer puisque je vais être totalement franc avec vous. En fait, littéralement 1 heure avant le début de l'enregistrement, j'ai regardé différentes vidéos qui traitaient du sujet et notamment celle du youtubeur Angry Waifu qui traite vraiment du même sujet, c'est-à-dire le manga les mangas et le handicap. Et en fait, il s'avère qu'on se rejoint sur de nombreux points, voire la structure est assez Ouais. similaire. Je l'ai vu également, la vidéo est géniale aussi, ouais. Elle est vraiment très, très bien faite. Alors vu elle est très bien faite, on vous invite à aller la voir. Désolé si, s'il y a une certaine redondance dans les exemples et dans l'argumentation. Néanmoins, merci Sacha d'être là puisque, ton expérience va permettre d'avoir une vision différente et Ouais, je surtout, sais pas, mais oh si, mais bien évidemment que si, tu es un maître, un guide, un sensei. Tu es mon sensei. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo qui peut-être vous présentera les choses de manière différente et avec un regard nouveau. Mais donc effectivement, ton vécu au Japon est un peu le départ de cet épisode, puisque comme tu l'as dit, quand tu étais tout petit, tu es allé au Japon pendant 1 mois et tu as pu bien découvrir une société où 9,23 millions des habitants sont en situation de handicap, selon l'Agence japonaise des sciences et technologies. Comment dire? Est-ce que quand tu étais au Japon, déjà, tu as lu des mangas? Question bête. alors, non, pour la simple et Oh! bonne raison qu'ils étaient en japonais et que je ne lisais pas le japonais. Effectivement. Par contre, en fait, j'ai eu cette chance par ma famille et notamment mon père d'avoir été élevé dans les mangas et dans les animés, et donc voilà, on avait bien préparé ce voyage. J'avais vu plein d'animés, de mangas, etc. Et j'ai ramené notamment un exemplaire du Shonen Jump Oh, très en bien. japonais. Donc voilà, je n'ai pas lu de manga là-bas, mais j'ai ramené un petit souvenir. Très bien. Bon alors, question détournée, est-ce que, dans tes lectures, quotidiennes et ô combien elles sont nombreuses, est-ce que tu as été confronté au handicap, à quelconque forme de handicap, dans les histoires que tu t'apprêtais à découvrir? Alors, oui, mais il faut quand même reconnaître que c'est assez rare. Donc tu disais tout à l'heure, on s'excuse si c'est un peu redondant sur les exemples, mais c'est qu'aussi en même temps, il y en a pas Mmh. énormément finalement. Il y en a, et il y en a de plus en plus, et c'est super. Mais il y a en fait, on va avoir des mangas ou des animés où on peut trouver des personnages euh, qui pourraient se rapprocher à des personnages handicapés. Mais parfois, c'est juste un personnage, c'est pas forcément le manga qui va vraiment directement Mmh. traiter de handicap. Euh, voilà, si on parle de manga et handicap, c'est intéressant parce que voilà, si on parle de handicap physique, on pourrait se demander, par exemple, voilà, si dans un monde où tous les personnages ont des pouvoirs, par exemple My Hero Academia Mmh. ou One Piece, etc. Le fait, ou Naruto par exemple, le fait de ne pas avoir de pouvoir, est-ce que finalement c'est être Mmh. handicapé finalement? Totalement. Est-ce que c'est un handicap physique en soi? Bon, je pense à Rock Lee par exemple dans Naruto. Je Oui, pense à voilà, même Izuku dans My Hero Academia. Izuku au départ, Oui, bien sûr, au début. mais Ouais, il fait partie d'un point de vue social d'une personne en situation de handicap. Il fait partie ouais. des 20 qui, Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, finalement, et comme on parlait d'écart à la norme tout à l'heure par rapport à la société, bon ben si tout le monde a un pouvoir, mais que tel personnage, telle personne n'a pas de pouvoir, est-ce qu'on voilà, on peut considérer ou pas qu'il est handicapé? mmh. Mais c'est pas des mangas qui vont traiter directement, frontalement de handicap. Si Ouais. on veut
des mangas, voilà, des animés qui vont traiter de handicap, plus fréquemment, ça va être souvent plus fréquemment, je dirais, les handicaps sensoriels, on va dire. Donc voilà, D'accord. je pense à donc surdité, personnes muettes, etc. Hmm. Et là, bon, tu vois où où je veux en venir, hein. Effectivement, on le voit arriver. Une voix silencieuse, A Silent Voice, par exemple, Oui, bien sûr. qui est l'exemple phare parce que il a super bien marché et tant mieux. Bien sûr. Euh, Est-ce que tu voilà. pourrais nous présenter A Silent Voice, donc ce manga de Yoshitoki Oima disponible en 7 tomes, série terminée chez Kiyun. Oui, alors A Silent Voice, c'est l'histoire. Alors j'ai oublié le nom des deux personnages principaux. Je suis désolé. Shoko et Shoya. Merci. Il y a pas de- C'est l'histoire de Shoko qui est malentendante. Je sais Ouais. plus si elle est totalement Sourde. sourde ou si elle est voilà, Ouais. totalement voilà. Elle a des appareils auditifs, si je me souviens bien. Mhm. Et elle arrive dans un nouveau collège. Or, dans ce collège, il y a Shoya. Et Shoya, au départ, quand il la voit arriver, voilà, il est jeune, il est collégien, etc. Et finalement, il va malheureusement commencer à la harceler. Euh, voilà, il va s'amuser à lui piquer à lui voler ses appareils auditifs, à lui crier dans les oreilles pour voir si elle arrive à, à entendre quelque chose, etc. Mhm. Donc, ce qui est intéressant au départ dans ce manga, c'est que on se met du côté du harceleur, pardon, Mhm. donc de Shoya, puisque c'est Shoya le personnage principal. Sauf qu'évidemment, petit à petit, la relation entre les deux personnages va évoluer Shoya va commencer à un peu à réfléchir à ses actes et voilà, il va avoir autre chose que le handicap de Shoko. Il va voir combien c'est une personne géniale. Mhm. Voilà, c'est vraiment un super manga que j'ai adoré, super animé aussi. Et justement, qu'est-ce qui t'a intéressé dans le propos du manga? Alors, je pense que effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on voit très bien que le handicap se vit Mhm. quand on est handicapé à travers du regard des autres. Et notamment, l'enfance et l'adolescence, c'est une période déjà compliquée quand on n'a pas de handicap, mais d'autant plus quand on a un handicap parce que Mhm. voilà, on a une différence qui peut être visible ou plus ou moins visible et qui va parfois susciter voilà les moqueries de certains, etc. Et alors moi j'ai eu de la chance parce que j'ai toujours été bien entouré, j'ai jamais été harcelé pour mon handicap, j'ai jamais Mhm. on m'a jamais voilà et fort heureusement mais c'est bien montré dans le manga ou dans Mhm. l'animé, dans le film. Mhm. Et je pense que c'était ça qui était intéressant. Et petit à petit, c'est l'évolution par laquelle, en fait, on comprend que le handicap ne définit pas totalement une personne Mhm. et que on peut, si on passe outre voilà, les différences, on peut aller vers voilà, des belles amitiés. Mhm. Voilà, je pense que c'est ça qui est intéressant. Voilà. Effectivement, le handicap ne définit pas la personne, et comme tu le dis, la relation entre Shoya et Shoko va prendre de l'ampleur, va se préciser du moment où il va l'accepter, non pas en tant que personne en situation de handicap, mais en tant que personne. Mm, totalement. Alors, c'est assez intéressant puisque de la même manière, il y a un autre manga qui traite de ce sujet-là, mais avec une autre forme de handicap qui, je pense, te concerne un peu plus. Je pense au titre José, le tigre et le poisson. Alors, j'ai appris qu'il y avait un film. Moi, je l'ai découvert en manga. C'est un manga disponible en 2 tomes dans la collection Moonlight de Delcourt Tonkam. Bonne nouvelle, c'est une série terminée. Donc, 2 tomes à 8 euros, ça fait 16 euros. Mon Dieu, une série qui va vous faire pleurer. Qu'est-ce que ça raconte ?
on suit l'histoire d'un jeune adulte, 22 ans, qui adore la plongée, et pour ce faire, il aimerait aller au Mexique, faire ses études, en tout cas passer 1 an là-bas. Et quelque temps avant d'aller dans ce pays-là, il va faire la rencontre d'une jeune fille, José, ou en tout cas c'est comme ça qu'elle dit s'appeler. Et cette jeune fille s'avère être une personne à mobilité réduite, c'est-à-dire qu'elle est en fauteuil roulant. On comprend très vite qu'elle vit avec sa grand-mère, qu'elle n'a pas grand monde dans sa vie, à part sa grand-mère justement. Et cette grand-mère va demander à Tsuneo de devenir une sorte de compagnon d'aventure, en tout cas de la garder pour que la grand-mère puisse aller jouer au pachinko. Avec le temps, une relation va se définir, et Tsuneo et José vont apprendre à se connaître, et de la même manière que Shoya et Shoko vont aller au-delà du handicap de José, mais bien évidemment, c'est un manga qui, en 2 tomes, va raconter le vécu d'une personne en situation de handicap. C'est-à-dire que, à travers la grand-mère, il y a ce que je vous nommais tout à l'heure, c'est-à-dire la question du sentimentalisme, voire de la pitié, la surdépendance des personnes en situation de handicap avec les personnes valides. Et on se rend compte très vite que José, elle a 24 ans, et pourtant, sur les premières pages, on pense qu'elle en a, 15, 16, parce que c'est une enfant qui a été surprotégée par sa grand-mère qui ne voulait pas qu'elle sorte. Est-ce que pas cette pitié, mais ce regard qui est différent, tu l'as déjà ressenti? Alors déjà, j'écoutais attentivement parce que j'en ai entendu parler de ce manga, mais je l'ai pas lu malheureusement. Ouais. Il a l'air très bien. Très, très. Mais alors, par rapport au regard, c'est vrai que généralement, le regard qu'on va porter sur des personnes, d'autant plus quand c'est un handicap visible, le regard qu'on va porter sur le handicap, généralement, c'est un regard parfois de malaise, parfois parfois effectivement de pitié, dans le sens où on se dit j'aimerais pas être à sa place et tout, le pauvre, etc. Donc comment dire, moi je l'ai pas vécu frontalement. D'accord. Mais oui, ça arrive. Enfin, moi, ce qui m'est déjà arrivé, et ce qui m'attriste un peu parfois, ce qui me choque parfois, c'est que comme on parlait tout à l'heure des enfants, les enfants sont ces petites créatures pures et naïves, Oui. et donc souvent ils ont un regard insistant. Quand ils n'ont pas l'habitude de voir des personnes en fauteuil roulant, voilà, parfois ils ont le regard qui traîne, ou alors ils demandent à leurs parents s'il y a les parents, t'as vu le monsieur en fauteuil, etc. Et donc là, généralement, la réaction des parents, c'est généralement de faire chut, non, je t'expliquerai après, ou tu vois, la gêne, le malaise, etc. Ce que je comprends totalement. Mais effectivement, moi, ce que je dis souvent, c'est au contraire, il faut si votre enfant a des questions, etc. C'est normal qu'il soit intrigué, etc. Et au contraire, au lieu de dire ah non, attention, etc. Faut pas en parler. Au contraire, faut en parler, faut expliquer. Parce que c'est important. Oui, voilà, il y a des personnes en fauteuil roulant, etc. Ça arrive. Voilà, faut essayer d'expliquer un peu ce qu'est le handicap, parce que c'est comme ça en fait qu'on fait changer le regard dès le plus jeune âge, en acceptant cette différence-là. Sachant que au Japon, cette vision est assez alarmante, puisque on le voit à travers le personnage de José, notamment une scène où elle est dans les transports publics, où rien n'est adapté, où les personnes la déconsidèrent, mais
ce besoin d'éducation, au Japon, ça se ressent énormément, puisque, là, je vais prendre une étude sociologique de Motoaki Fujita, qui est, prof de socio, du sport, à Nagoya et selon une enquête qu'il a réalisée avec, ses élèves, en fait, enfin, plus son équipe que ses élèves d'ailleurs, en fait, 57 des personnes interrogées, considèrent en 2020 que les gens avec un handicap étaient des êtres fragiles et éprouvaient des difficultés à vivre avec des personnes valides et en 2014, c'était 61. Donc on va dire qu'en fonction des sociétés, ce chiffre reste, tout de même, enfin, à nouveau, si tu ne rentres pas dans le moule social, dans le cadre social, en fait, Mm. tu es considéré Totalement. comme un paria. Mais tu vois, cette question de la fragilité est intéressante parce que tu vois, dans les deux exemples qu'on a donnés, que ce soit Choco ou José, Mmh. les autrices, puisque il me Oui. semble que ce sont deux femmes, ont fait le choix c'est un personnage féminin qui est handicapé, donc c'est vrai que ça rajoute. On pourrait penser que ça rajoute un peu au côté de l'image de la jeune fille frêle et fragile et voilà. Euh, Effectivement, c'est vrai que euh, on a tendance à penser euh, que les personnes à mobilité réduite, etc., sont plus fragiles, etc. C'est pas forcément le cas. On peut être totalement autonome, on peut être voilà faire plein de choses. Mmh. Juste, ça nécessite souvent plus de temps, plus d'organisation. Mmh. Mais voilà, on peut faire des choses et c'est pas parce qu'on est en fauteuil roulant qu'on est forcément personne très fragile. Et même de toute façon, même si on était une personne fragile, en termes de santé, hein, j'entends. Oui, oui, bien sûr. Euh, Finalement, les gens autour de moi que j'ai rencontrés, les gens les plus forts mentalement, parce qu'ils ont vécu des choses parfois très compliquées, etc., que j'ai rencontrés, étaient Mmh. des personnes en situation de handicap Mmh. et qui vraiment m'ont fait moi-même relativiser, réfléchir sur mon propre vécu et en général parce que il faut une force vraiment importante hein, pour voilà pour souvent Mmh. vivre avec ces choses-là au quotidien. Mais pour autant, faut pas aller dans le larmoyant non plus. Parce que, euh, quand on est en fauteuil roulant, bon ben, enfin, je parle pour moi, je parle pas pour les autres personnes, mais oui, je l'ai pas choisi, oui, c'est comme ça. Maintenant, ça m'empêche pas de faire plein de choses, de voyager, etc. Mmh. Donc voilà, il faut pas non plus rester, et notamment voilà, quand on parle de manga, quand on parle d'œuvres culturelles, que sur le trope du personnage fragile qui a besoin qu'on l'aide en Mmh. permanence, quoi. Bien sûr. Voilà. Et justement, ce trope, on va dire que jusqu'au début du manga, à partir du début du manga plutôt, ce trope pouvait être mis de côté par rapport à un autre qui est que le fait d'être, je le mets entre guillemets ce terme parce qu'il est extrêmement maladroit, mais le fait d'être réduit d'une certaine manière, permet de se libérer de ses chaînes et d'atteindre de nouvelles dimensions, si on peut dire. Quand on a des personnages, alors là, je vais reprendre des exemples cités par notamment Gris Waifu dans cette vidéo, mais je le rejoins totalement. Sanage Yamauzu dans Kill la Kill qui décide de devenir aveugle pour Ouais. réussir à battre son personnage, son adversaire qui est l'héroïne Ryoko, oui c'est Ryoko dans Kill la Kill, excellent manga du studio Trigger. Excellent Euh, animé aussi, moi j'ai bien aimé. oui, pardon, manga, pas du tout, Ouais, animé, animé merci. Trigger, ouais. On a Guts dans Berserk qui finit amputé, Edward dans Full Metal Alchemist, pareil. Mhm. Renjo Desperado, mais on y viendra après. Euh, Effectivement, le handicap, ou en tout cas les personnes en situation de handicap, euh, peuvent être représentés dans des mangas comme justement des personnages extrêmement puissants. Ah, totalement, totalement. Et même, c'est souvent ouais, c'est même des personnages incroyablement puissants. Enfin, Fujitora dans One Piece, par exemple, qui est un Oui, des amiraux qui est aveugle et qui est
extrêmement fort. On a par exemple, alors j'ai oublié son nom, mais dans Sakamoto Days, il y a un des membres de l'ordre qui est un espèce de vieux papy qui est aussi aveugle, Oui, oui, avec son katana qui est juste ridiculeusement ridiculeusement fort. bien sûr. Mais alors c'est intéressant parce qu'effectivement, alors tu vois, tu parlais de personnages avec des prothèses comme Edward, voilà, on a Cobra par exemple, Bien on a sûr. Jet Black dans Cowboy Mmh. Bebop, voilà, on en a plein. Euh, c'est vrai que finalement, des fois, on se dit, s'ils avaient cette prothèse ou pas, ça changerait pas grand-chose dans le sens où ils l'utilisent comme si, voilà, Ouais. comme il s'était rien passé. Même si bon, on a souvent le chapitre ou l'épisode de ah ben ma prothèse elle marche moins bien, donc Mmh. il va falloir que je trouve une autre méthode. Mais finalement, on voit pas trop la différence. Et pour ce qui est des personnages, par exemple aveugles, euh, un peu comme à la Daredevil, hein, par exemple, on a l'impression que le handicap, c'est un peu un prétexte pour essayer d'affaiblir, voire de buff un peu le personnage Mmh. pour ensuite pour qu'il puisse utiliser ses autres sens de manière totalement, euh, enfin, hyper fort, quoi. Oui. Voilà. Alors, Donc, je me permets de te couper, mais là, petite transition qui n'était pas prévue. Je sais également que tu es un lecteur de comics avéré. Est-ce que selon toi, le comics arrive mieux à traiter le handicap ou pas? alors, j'ai pas lu assez de comics. En fait, c'est un peu pareil que dans le manga, dans le sens où on peut trouver des personnages handicapés. Mhm. Je pense à donc bon bah évidemment le professeur Oui. Xavier dans les Marvel. Je pense à Oracle, Batgirl dans Batman, Mhm. qui est la fille de Gordon, qui en fait elle est devenue paraplégique si je dis Ouais. pas de bêtises. Donc ses jambes sont paralysées Mhm. à la suite d'un combat avec le Joker. Ouais. Euh, Dans l'excellent donc Killing Joke. Exactement. Donc voilà, on peut trouver des personnages en situation de handicap, en situation de handicap moteur. Pour ce qui est de Batgirl, c'est un peu spécifique parce qu'elle a pas de pouvoir. Effectivement, c'est un peu comme Bruce Wayne, hein. Donc là, elle est vraiment obligée de entre guillemets, on pourrait dire, elle reste dans la Batcave et voilà. Mais en fait, elle est ultra utile, voilà, à Oui, elle Batman, est etc. essentielle, bien sûr. Exactement. Sans elle, Batman, enfin, serait vraiment en difficulté. Pour ce qui est du professeur Xavier, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que oui, effectivement, il est en situation de handicap, mais de par ses capacités psychiques, Oui. donc voilà, de lire dans les pensées, etc. Il est quand même, il reste quand même très fort. Voilà. Bah, le professeur Xavier, dès le run de Claremont dans les années 70, fait partie de l'ensemble des X-Men, c'est-à-dire de montrer les personnes en situation de minorité comme justement l'avenir de l'humanité, les homos supérieurs, Ouais, ouais, il me totalement, ouais. semble. Et tout le personnage de professeur Xavier, de Charles Xavier, repose sur le fait qu'il est certes invalide, en situation de handicap moteur, pourtant il reste l'un des mutants les plus puissants et tout le personnage, même dans le run Ultimate dans les années 2000 avec Millar, c'est bien de montrer que il est un père et aussi le représentant d'un mouvement qui dit Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. l'identité ne se fait pas à travers un élément. C'est l'ensemble qui définit la personne. Alors c'est ça, mais c'est même pour moi les X-Men c'est vraiment un super exemple parce que on a entre par exemple ben, Magneto donc et Professeur Xavier on a deux choix. Hmm. Professeur Xavier dit voilà il faut entre guillemets il faut rester un peu à l'écart, faut rester un Hmm. peu caché parce que les gens ne nous accepteront en tant que mutants jamais tel qu'on est. Hmm. Alors qu'on a d'autres personnes, comme, si je dis pas de bêtises, parce que ça fait longtemps que je les ai pas lus, mais Magneto et d'autres qui nous disent non, il faut forcer le reste de la société à nous accepter tel Hmm. qu'on est, que ça leur plaise ou non. Et s'il le faut, on le fera par la violence, hein, malheureusement. Voilà,
c'est aussi deux questions sur le handicap. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut, il y a des gens qui vont dire, les handicapés, il faut créer des centres spécialisés, il faut qu'ils restent entre guillemets dans leur coin, et d'autres qui vont dire non, non, on peut adapter la société, et il faut adapter la société au handicap. Totalement. Là où je mettrais une certaine nuance, c'est que professeur Xavier, au contraire, ne se cache pas, mais joue le rôle de représentant. Il va cacher ses élèves dans un premier temps, mais à un moment, plus le groupe se fait connaître, plus justement il va aller dans les hautes instances pour montrer une vision modérée de coopération entre humains et mutants. Ouais, c'est vrai. Mais pour revenir au manga, moi il y avait un manga qui me tenait à cœur, et je souhaitais en parler. Je vais en parler très rapidement, hein, voire deux. Ce manga, c'est Renjo Desperado, qui est publié en 6 tomes aux éditions Kurokawa. Je ne sais pas s'il est toujours en commercialisation, mais il me semble que oui. Manga de Han Dongshik ou Dongxing Han, qui parle d'une jeune femme dans un western samouraïo cyberpunk. Tu vois, c'est ça qui est rock en fait. Ouais. Donc notre héroïne Monko en fait est victime d'une amputation par un shogun. Elle va se venger puisque son amour de toujours s'est fait emprisonner. Et en fait, la question du handicap, la question de la prothèse, fait vraiment partie intégrante du manga. Alors, on se rapproche quand même de ce que tu disais, hein, tous ces persos qui ont un membre qui a été amputé, il va y avoir une prothèse, qu'est-ce que ça va être quand j'ai plus cette prothèse pour combattre, etc. Mais à la manière d'un Edward Elric, on a cette question de le monde doit s'adapter à nous. Et voilà, je tenais vraiment à vous présenter ce manga. J'ai lu que le tome 1 ou le tome 2. Oui, c'est vrai, je t'en avais parlé. Voilà, effectivement, je me souviens que tu m'en avais parlé, et puis j'avais lu mais voilà, c'était il y a longtemps, donc j'ai du mal à me souvenir. Mais effectivement, je me souviens de ce personnage avec la prothèse robotique, espèce de samouraï western, effectivement. Et dans la continuité, si vous avez un total de 21 € à dépenser, puisque c'est une série en 3 tomes chez Kana, eh bien, je peux vous inviter à lire le manga d'Erubo Hijihara, qui s'appelle Arcanum. On est sur un mélange de Tomorrow. Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, merci. Ouais. On est un peu dans ce délire-là, un mélange de Pacific Rim, de All You Need, enfin de Edge of Tomorrow, etc., où en fait un jeune enfant est en situation de handicap moteur, il est dans un fauteuil roulant, et un jour il va découvrir qu'il peut devenir le pilote d'un Arcanum, une sorte de monstre qui va pouvoir combattre les hydras, des monstres un peu des kaiju. Pareil, le handicap est traité de manière frontale, très intéressant, mais on l'a dit avec des mangas comme José, Le Tigre et le Poisson ou A Silent Voice, en fait, la majorité du temps, quand le handicap est traité de manière frontale, c'est dans la tranche de vie. Totalement, ouais. Oui, parce que ça traite de sujets sociétaux, donc c'est souvent le genre le plus représenté, et puis parce que voilà, si on prend alors j'ai écouté l'émission sur les personnages féminins que tu avais faite. Ouais. Et effectivement, je sais que les catégorisations shonen, shoujo, etc. sont pas forcément les meilleures, Oui. donc je m'en excuse, je l'utilise, mais voilà. On te parle. Et donc effectivement, on le retrouve moins dans le shonen parce que on le disait, c'est quand même difficile d'adapter un personnage handicapé sans soit en faire un personnage totalement inutile, soit en faire un personnage hyper fort. Et du coup pas réaliste. C'est vrai que si on veut représenter, et je mets des guillemets, mais de manière réaliste le handicap, on va aller plutôt sur de la romance, sur de la tranche de vie, voilà, sur ce genre de manga, ou les mangas de sport. Et les mangas de sport, on en parlera juste après, mais avant, petit point info. Il faut savoir que, comme tu le dis, en fait, c'est un problème sociétal. Et ce problème de société au Japon est à double tranchant, comme ce qu'on vous explique depuis le début. Et selon un expert du
comité des Nations Unies, si je me souviens bien. Il vous toutes les informations en description. En fait, il y a une très forte institutionnalisation des personnes en situation de handicap intellectuel ou psychosociaux, les enfants handicapés, même les personnes âgées, où en fait toutes ces personnes sont internées dans des établissements de soins. Et en fait, comme tu l'as dit, ces gens-là sont de plus en plus parqués. Le mot est fort, mais malheureusement, c'est un terme qui fait sens, puisque le nombre de personnes qui sont institutionnalisées dans des établissements a doublé en 20 ans. Mais pour parler d'une note légèrement plus agréable, eh bien, comme on l'a dit, la tranche de vie, c'est un peu le berceau pour raconter le quotidien du handicap. Et il y a un manga que tu as lu, ou en tout cas les 2 premiers tomes, qui te parle. Oui, et alors bon, déjà les gens vont penser que je lis à chaque fois que 2 tomes de chaque manga. Hein. C'est pas forcément vrai, hein, mais effectivement, sur celui-ci c'est le cas. Donc Perfect World évidemment, puisque je pense que c'est de celui-là dont tu voulais parler. Oui, bien évidemment. Dont l'autrice, la mangaka, j'ai oublié le nom, je suis désolé. Haruga. Donc Haruga. Alors, et ce manga est très intéressant puisqu'il va traiter donc effectivement de romance entre 2 personnages. Alors l'histoire c'est Suzuki, si je dis pas de bêtises. Tsugumi, pardon. Tsugumi qui Suzuki c'est une voiture, hein, ça n'a rien à voir. Tsugumi donc qui un jour mange au restaurant où il y a une réunion des anciens élèves, si je dis pas de bêtises, et donc elle va tomber sur un de ses camarades de lycée, qui est en fait son amour de jeunesse. Sauf que donc ça fait, il se revoit 10 ans après. Et sauf que ce monsieur, dont j'ai encore une fois oublié le nom, je vais pas dire de bêtises. Ça 2 secondes. Ayukawa. Pardon, voilà, Ayukawa. Eh bien, il est en fauteuil roulant. Il est paraplégique. Ses membres inférieurs sont paralysés à la suite d'un accident. Et donc voilà. Au départ, ça choque Tsugumi, mais au fur et à mesure, les 2 protagonistes vont apprendre à se connaître à nouveau, j'ai envie de dire. Et ce manga-là offre une vision qui est peu traitée, c'est-à-dire le handicap, vraiment, qu'est-ce que c'est au quotidien. On suit Ayukawa vraiment au quotidien, c'est-à-dire chez lui, comment il fait. Voilà, quand il se couche dans le lit, il a des douleurs neurologiques qui sont dues parce que voilà. Il est paralysé parce que sa colonne a été brisée, donc ce qui a touché les nerfs derrière. Donc voilà, ce qui explique sa paralysie. Donc, mais ça s'accompagne de ce qu'on appelle de paresthésie, donc de douleurs neurologiques très fortes. On le suit au quotidien, voilà, sur les complexités qu'il y a. De vivre avec un fauteuil roulant, d'avoir un appart adapté, et justement parce que Ayukawa est architecte. Oui. Et alors les 2 sont architectes. Elle est ou designer d'intérieur ou architecte d'intérieur, et lui est architecte, mais il s'est spécialisé dans tout ce qui est équipement pour personnes à mobilité réduite, justement. Très bien. Puisque voilà, il a effectivement, comme c'est un sujet qui le touche directement, eh bien il a décidé de lancer sa carrière là-dedans. Et il me semble que j'avais lu une interview de l'autrice qui disait justement qu'elle avait rencontré un architecte qui était handicapé, qui était dans la même situation que Ayukawa, et c'est ce qui lui avait donné en fait l'envie de traiter de ce sujet-là. Voilà, j'ai plus la source de l'interview, mais c'était voilà, elle en parlait, et effectivement ça va traiter donc de sujets comme la romance, mais aussi de sexualité. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être en couple avec une personne dont les 2 jambes sont paralysées. Et puis la chance de Perfect World, c'est que je sais plus, il y a 13 ou 14 tomes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, effectivement. 12 tomes, et une série terminée chez Akata. Donc 12 tomes chez Akata, et bien en fait on va suivre la vie entière du couple
sur le temps long. Et donc c'est ça qui est aussi hyper intéressant avec les hauts et les bas de tout couple, mais avec on va dire ce petit truc en plus pour citer un film français, qui est le handicap, le handicap de Ayukawa. D'accord, très bien. Et alors, bien évidemment, hein, sans rentrer dans ton intimité, par rapport aux 2 tomes que tu as eu l'occasion de lire, est-ce que tu trouves que les situations qui sont, démontrées sont crédibles, ou peut-être pas? Ou Ouais. ouais? Totalement, totalement. Alors, ouais, totalement parce qu'effectivement, la différence entre Ayukawa, ce qu'il est quand il est avec d'autres personnes, voilà, quand il est avec ses amis, avec Tsugumi, ou quand il est tout seul chez lui, Ouais. voilà, où parfois, c'est compliqué, tu dois te débrouiller tout seul, voilà, il y a le handicap, c'est pas parce que tu rentres chez toi qu'il est plus là, donc il est tout le temps là, et donc Mmh. il faut vivre avec, même la nuit quand t'as des douleurs. Donc ça c'est Mmh. très très bien représenté. Les douleurs, c'est Euh, quelque chose que tu as vécu, que tu vis? alors pas au quotidien, D'accord. mais oui, effectivement, parce que si tu veux, eh bien, tout à l'heure on a parlé de mon handicap de manière succincte, mais si tu Ouais. veux, je suis infirme moteur cérébral, donc mon cerveau envoie des informations en continu aux muscles de mes jambes de se contracter en fait en permanence. D'accord. Ce qui fait que c'est pas douloureux, mais c'est assez gênant pour marcher. Parce que du coup, c'est comme si tu marchais en permanence avec une résistance en plus, quoi. Ton Ouais. corps veut pas t'aider. Et c'est vrai que si rien n'est fait, eh bien, s'il n'y a pas un suivi de kinésithérapie, etc., ou d'autres types de soins, eh bien, à un certain moment, le fait que ces muscles soient tout le temps contractés, ça peut créer des douleurs. Voilà, ou alors j'ai aussi voilà, vécu des soins hospitaliers, des opérations, etc. Donc Ouais. aussi, voilà, les douleurs, elles peuvent être là, elles peuvent exister. Alors j'ai de la chance parce que les miennes ne sont pas quotidiennes, hein, D'accord. ça peut arriver de temps en temps, mais c'est rare. Mais il y a des gens pour qui c'est quotidien, voilà. Mmh. Et ce manga-là, je trouve, parlait bien de ça. Et puis il parlait bien aussi de ce que c'était qu'avoir la difficulté d'avoir une relation amoureuse quand on est en situation de handicap aussi. Parce que Ayukawa, c'est vrai qu'on peut se dire bon, voilà, je suis en fauteuil roulant et tout, voilà, je suis différent des autres, jamais Tsugumi elle voudra de moi, etc. Ou ça peut être plus ou moins, voilà, plus ou moins complexe. Donc ça traite, voilà, de frontalement du handicap Mmh. visible, des relations amoureuses et du quotidien d'un couple qui vit avec le handicap en permanence, quoi. Donc c'est vraiment vraiment très bien. OK, magnifique. Donc Perfect World, à nouveau manga de Rii Haruga aux éditions Akata en 12 tomes. On va continuer sur Akata, hein, Akata qui est vraiment le sponsor de cet épisode. Allez lire vraiment les titres Ouais, ils Akata. font des super des super mangas. Vraiment, on n'a pas fini d'en parler. Dans la même maison d'édition, j'ai lu les 2 premiers tomes. Moi aussi, décidément que des 2. J'ai lu les 2 premiers tomes de A Sign of Affection, un manga du groupe d'autrices sous Morishita, parce qu'il me semble qu'elles sont plusieurs et que c'est un nom d'emprunt. Manga en 11 tomes, série en cours, 12 tomes au Japon, disponible chez Akata, qui va traiter de la même manière que donc Silent Voice, va traiter de la surdité. Effectivement, on suit le quotidien de Yuki, jeune étudiante atteinte de surdité, qui mène une vie banale, et on va découvrir sa vie sentimentale lorsqu'elle va rencontrer le beau, le séduisant Ah, Itsuomi. Itsuomi, un beau j'allais dire blond, mais il a les il a les cheveux cheveux gris. blancs, Ouais, non? cheveux Ouais, blancs, blancs comme la neige. Yuki, c'est ça. regardez la Oh, métaphore il est comme elle est fort! filée. Il est Euh, fort! elles sont fortes, elles sont fortes, Elles sont fortes, hein. pardon. Mais toi, tu es fort C'est pour le jeu de mots, mais elles sont fortes pour le manga.
Effectivement, en fait, on va découvrir ce que c'est d'être sourde, d'être malentendante dans une société qui n'est pas forcément adaptée à cette forme de handicap, ou en tout cas les gens ne savent pas forcément tout le temps comment réagir. Et ce qui est assez intéressant dans ce manga, c'est que la rencontre de Itsuomi va traiter la surdité comme un handicap, mais aussi et surtout, et je tiens à appuyer le surtout, comme une langue, puisque en fait Itsuomi est un personnage qui a l'habitude de voyager. Dès les premiers tomes, il va aller au Laos, on apprend qu'il parle plusieurs langues, son père vient en Allemagne, bref. En fait, pour lui, le langage des signes est une langue à apprendre, une langue à découvrir, et c'est une phrase qui m'a un peu marqué lors de ma lecture, c'est « Ah oui, le langage des signes peut être aussi fun ». Et effectivement, c'est un truc assez intéressant, c'est la banalisation d'une situation de handicap. À nouveau, et je pense que tu me rejoins, le handicap n'est pas une fatalité, c'est une condition, mais qui ne détermine pas la personne. Bien sûr. Et effectivement, ce qui est très intéressant, c'est que les autrices se sont intéressées aux deux langages des signes, donc le langage des signes japonais et le japonais signé, qui sont deux formes de langage issues du Japon. Je savais pas du tout. Et ce qui est très intéressant justement, c'est qu'il y a une documentation qui est permise parce que ils ont une interprète qui va appuyer la véracité de la présentation, en fait, de la mise en scène. D'accord. Et donc effectivement, Itsuomi va apprendre avec nous ce que c'est d'être en situation de surdité. Les éditions Akata ont fait un super boulot parce que quand Yuki essaie de lire sur les lèvres, eh bien le texte sera légèrement grisé, il y aura des explications dans le langage des signes, etc. Et en fait, tout simplement, c'est banalisé. C'est de la même manière qu'il y a de l'anglais, de la même manière qu'il y a de l'allemand qui apparaîtront comme langue dans les 2 premiers tomes que j'ai lus. En fait, c'est normal. Et voilà, ce manga est extrêmement sympathique parce que de la même manière que Perfect World, on suit juste une histoire d'amour qui se construit à travers l'apprentissage de l'autre, en fait. Voilà. C'est génial, tu vois, parce que alors moi j'ai pas lu ce manga malheureusement, mais ce que tu dis sur les cases grisées, je trouve ça génial parce que voilà, comment tu représentes en manga et comment tu utilises le support du manga pour représenter la parole ou l'absence de parole, si je puis dire. Et voilà, les intentions de langage et comment les deux personnages arrivent à parler. Je trouve ça génial. On pourrait même dire que c'est un rapport intradiégétique au manga et totalement méta, en fait. Totalement. Mais est-ce étonnant de Akata? Voilà. Non. Ah non. Voilà, Oh là là. Voilà. Toujours des choix éditoriaux plus que Cet valorisants. épisode n'est pas sponsorisé par Akata, enfin je crois pas. Non, mais bon, on ne peut que vous y inviter. Voilà. Alors, tout de même si ces mangas sont incroyablement nécessaires, il n'empêche qu'en fait, la tranche de vie, au final, n'est que l'unique univers éditorial où le manga est représenté. Alors unique, peut-être que c'est galvaudé comme terme, mais en tout cas c'est là où il y a la majorité des histoires traitant du handicap. C'est un peu dommage parce que ça reste tout de même, on pourrait dire, de niche. C'est un peu réducteur, quoi. Ouais. Si on fait que des histoires d'amour entre des voilà. Alors amour excusez-moi, je viens de simplifier toute la romance en juste des histoires d'amour. Je suis désolé. Non, effectivement. Mais oui, effectivement, tranche de vie, romance, c'est des thèmes qui permettent de traiter du handicap. Néanmoins, on a un autre genre tout de même qui permet d'introduire le handicap avec un auteur que tu aimes tout particulièrement. C'est le genre du sport. Et oui, évidemment, spoiler, on allait parler évidemment de Reel de Takehiko Inoue parce que j'adore ce manga, je me trouve génial.
effectivement, voilà, donc Takehiko Inoue, l'auteur de Slam Dunk, de Vagabond, voilà, c'est un auteur de génie qui a un trait de génie et qui fait des histoires de génie. Est-ce que j'aime Takehiko Inoue? Oui. Oui, mais voilà. personne t'en voudra. Non, et effectivement, donc et le genre du sport est intéressant parce qu'il permet de parler d'autres choses aussi. Mais Reel n'est pas qu'un slam dunk avec des personnes en fauteuil roulant parce que donc ça va traiter de basket en fauteuil roulant ou de handi basket. Voilà, on peut utiliser les deux termes. Moi, je dis plutôt handi basket parce que alors ce manga est cher pour moi parce que non seulement il traite de handicap, il traite de handisport parce que moi aussi je fais pas mal de handisport et en plus j'ai fait du handi basket, donc ce manga avait tout pour me plaire finalement et effectivement donc l'histoire de manière simplifiée, on va suivre 3 personnages. On va suivre Nomiya qui est le premier chapitre, il se fait virer du collège, du lycée, pardon. C'est un fan de basket, mais c'est quelqu'un il est hyper imposant. C'est un peu le bad boy, un peu. Et il ressemble un peu au personnage du bad boy, mais qui a un cœur tendre. Voilà, Nomiya. Sauf que Nomiya, un soir, il rentre chez lui et il croise une fille de sa classe et il propose de la ramener chez elle. Sur son vélo, sauf que en rentrant, eh bien, les deux vont être renversés par un camion et Nomiya va très bien s'en sortir, mais je crois que c'est Nozomi, si je dis pas de bêtises, la fille. D'accord. Et elle va être paralysée à la suite de l'accident. Natsumi, non? Natsumi, oui, pardon. Ouais, pardon. Okay, oui, Natsumi. Aucun souci. Voilà. Et donc Natsumi va être paralysé et lui va être très affecté, il va se sentir très coupable. Et en allant voir donc Natsumi à l'hôpital, il va tomber sur un autre protagoniste, Kiyoharu, qui lui est en fauteuil roulant et à ce moment-là jouait au basket. Or, Nomiya est lui aussi fan hardcore de basket, mais voilà, mais lui on va dire plutôt de basket donc classique, traditionnel, traditionnel. Et donc les deux vont entre guillemets se rejoindre sur leur passion du basket. Donc ça c'est les deux personnages, mais j'ai dit qu'il y en avait un troisième. Il y en a un troisième, c'est Masaki. C'est Takahashi. Takahashi. Non mais écoute, je me suis trompé sur tous les autres prénoms. Je te l'accorde. J'essaie de tricher, j'ai le résumé sous les yeux, mais là apparemment. Et Takahashi, eh bien c'est un des camarades de classe aussi de Nomiya qui est capitaine de l'équipe de basket. Basket classique, et qui lui, pareil, va avoir un accident, il va se prendre encore un camion. Décidément, les camions, le camion et le Japon. Camion-kun a encore frappé. Camion-kun a encore frappé. Et donc lui aussi va être paralysé des membres inférieurs. Et en fait, ce manga est génial. Voilà, je ne dirai rien d'autre. Non. Très bien, ce manga est génial. Tout d'abord parce qu'il traite de handisport et la manière dont en fait, ils expliquent très bien ce que c'est que le handi-basket. Ils vont expliquer les règles, voilà, qu'on peut, en fonction des handicaps des joueurs, plus le handicap est lourd, plus tu vas valoir un certain nombre de points. Et ton équipe doit au maximum, donc c'est 5 joueurs, et ton équipe doit au maximum avoir 14 points. Or, toi, en tant qu'individu, plus ton handicap est lourd, moins tu vas avoir 2 points, pardon, je crois que j'ai dit l'inverse de là. Plus ton handicap est lourd, moins tu vas avoir 2 points, donc tu vas être niveau 1 si on va dire ton handicap est très lourd et tu es voilà, très, très impacté dans tes mouvements. Mais ça peut aller jusqu'à 4,5 si tu vas pouvoir utiliser tes membres de manière. D'accord, oui, tu es plus en situation de validité que. Exactement, voilà, exactement. Et donc ça, c'est très bien expliqué. Et donc du coup, comment on s'arrange, puisque la limite est de 14 points. Si tu n'as que des joueurs, si tu as 3 joueurs à 4 points, bah, tu es coincé. Donc il faut adapter l'équipe, etc. Mais donc ça traite de handisport, ça traite de handi-basket. Les matchs de handi-basket sont juste incroyables. Enfin, sont hyper bien faits.
Puis avec un trait de voilà. Takeshi Inoue qui Avec est le trait de toujours Takehiko qui est toujours, Takehiko, oui, pardon. qui est toujours magnifique. Oui. Mais en fait, c'est bien plus que ça. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un manga de sport, pas simplement un manga sur le handisport. C'est un manga vraiment sur le handicap, sur toutes ces facettes. Et l'avantage d'avoir les 3 personnages, c'est qu'on a 3 visions et 3 vécus du handicap qui sont différents. Ouais, d'accord. Nomiya qui donc lui n'est pas en situation de handicap, mais qui a du coup lui elle a cette culpabilité très forte d'avoir causé l'accident. Enfin, selon lui, il a causé l'accident de Natsumi. Donc lui au départ, il a enfin voilà, il a énormément de respect pour les personnes en situation de handicap, etc. Mais comme il a ce côté, un peu il est en dehors des cases, on va dire. Il a un franc-parler très, très fort et donc il, il ose dire beaucoup de choses. Il ose dire ce que tout le Oui, monde. Voilà, il ose dire tout ce que tout le monde pense tout bas. Non, non, mais d'accord. il est. Il n'hésite pas à vanner, par exemple, Kiyoharu Ouais. sur son handicap, etc. D'un moment, je me souviens d'une scène où, d'un moment, il veut jouer au basket, et donc il veut tester sur le fauteuil, et donc il dit vraiment à Kiyoharu, mais vas-y, passe-moi ton fauteuil, là, je t'assois là par terre, et tu me prêtes ton fauteuil, et je vais jouer au basket. Et donc D'accord. l'autre est vraiment sidéré, en mode, mais c'est qui ce gars qui Très bien. vient me voir? Mais en fait, ils vont s'apercevoir qu'ils sont tous les deux aussi autant passionnés l'un que l'autre que Ouais. de basket. Donc voilà, Kiyoharu, ce qui est intéressant, c'est que avec lui, tu vois le handicap au quotidien. C'est-à-dire, Ouais. il y a un moment où il va passer le permis, par exemple. Donc, Oui. il est paralysé, mais pour autant, il conduit. Ce qui est ton cas d'ailleurs depuis Ce qui est mon pas cas très longtemps. aussi. Et donc, il montre, effectivement, et donc, il montre que, on peut faire plein de choses, mais il faut Mm. juste, entre guillemets, adapter Mhm. voilà, le véhicule ou la société, etc. Donc il est vraiment actif là-dessus, il montre ce que c'est que le handicap au quotidien, etc. Et pour moi, le personnage qui est le plus intéressant, c'est Takahashi. Parce que Takahashi, eh bien lui, voilà, il est... Les deux, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que Kiyoharu et Takahashi, donc les deux, ils sont handicapés à la suite d'un... Kiyoharu, c'est d'une maladie des os, D'accord. qu'il a eu qui s'est développé quand il était au collège, et si je dis pas de bêtises, et Takahashi, c'est vraiment voilà du jour au lendemain à la suite de son accident. Très bien. Donc on a des gens qui du jour au lendemain, enfin étaient valides et sont arrivés Mm. ont terminé handicapés du jour au Mm. lendemain, et Takahashi montre le choc que c'est. Oui, d'accord. Euh, Deux rapports différents à une même voilà, situation, on va dire. voilà. Et il montre à quel point c'est difficile d'un claquement de doigts de voir toute sa vie bouleversée par cet événement, Ouais. la difficulté que c'est de l'accepter, la difficulté de voir son corps amoindri, affaibli. Donc lui, voilà, on parlait de douleur, il a ces douleurs-là qui sont fortes. Et puis aussi, au départ, à la suite de son accident, il est à l'hôpital. Euh, et, Mhm. euh, et voilà, eh bien, il y a les infirmiers qui l'entourent. Il peut plus se laver tout seul, il peut plus aller aux toilettes tout seul. Donc voilà, pour un mec qui, oui, parce que ce que j'ai pas dit, mais c'est que Takahashi, c'est un peu le harceleur, le personnage du harceleur, le gars populaire qui parle un peu mal à tout le monde, qui traîne avec les filles, il classe les filles par beauté. Enfin, tu vois, c'est un Ouais, peu ouais, ce genre ouais, de effectivement. mec-là qui est très imbu de Ouais. lui-même, etc. Et du jour au lendemain, lui qui mettait tout sur l'importance d'être beau, d'avoir un physique, voilà, d'être fort, d'être musclé, etc. Du jour au lendemain, bam, eh bien tout ça change. Oui. Et donc il va traverser des phases, voilà, parfois dépressives, etc. Mhm. Mais et sans que c'est vachement intéressant parce que lui, il montre voilà ce que c'est aussi Ouais. cette difficulté-là, qui est hyper bien retranscrit dans le manga. Très bien. Alors, aussi, l'intérêt aussi de te recevoir dans cet épisode, c'est que, comme tu l'as dit, de la même manière que les protagonistes de Real, tu fais du handisport.
Yes. Est-ce que tu peux nous en parler, quels ont été tes sports, comment tu envisages, ça, et cetera? Ouais, Voilà. alors, écoute, donc moi, je fais du handisport enfin, je pense, je sais pas, à l'âge de 5-6 ans, parce que moi, j'ai fait toujours beaucoup de natation. OK. Et donc, voilà, je nage qu'en utilisant le haut du corps, du coup. OK. Donc pendant longtemps, voilà, j'ai été dans des clubs handisport jusqu'à l'université où là, il y avait plus de clubs handisport. Mmh. Mmh Donc, mh. j'ai nagé avec des valides. Mais ce qui était intéressant, c'est que voilà, j'ai été super bien accueilli et que c'était intéressant aussi. Voilà, je faisais les mêmes exercices que tout le monde, mais il suffisait de les adapter un peu, soit sur la Ouais. distance, soit sur les temps, etc. Mais c'est totalement possible. OK. J'ai fait donc de la natation, j'ai fait donc du basket dont on a dit, dont on parle depuis tout à Ouais. l'heure. J'ai fait du tir à l'arc aussi. OK. Ouais. OK, très bien, ça je savais Euh, pas. En mode Katniss Everdeen, évidemment, dans Hunger Games, Ouais. mon idole. Non, 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 mais Non, mais très bien. ouais. Et puis pareil, le tir à l'arc, c'était hyper intéressant parce que dans mon club handisport, j'étais avec des gens qui étaient amputés, donc D'accord. enfin, je sais pas voilà, si toi ou si les auditeurs auront un peu suivi les JO paralympiques, mais les JO paralympiques, c'est génial parce que on découvre la diversité des handicaps et la diversité qu'ont les gens pour s'adapter et faire un sport C'est malgré leur ça, ouais. handicap. Mmh, Donc mmh, c'est mmh. ça qui est vraiment génial. Et il y a plein de méthodes, ne serait-ce que la natation, il y a 12 catégories différentes D'accord. en compétition, en fonction des handicaps, etc. Donc voilà, c'est vraiment une myriade de diversité voilà, de gens De qui sont manière, ouais. unis par une seule chose, c'est ils aiment leur sport et ils vont le faire coûte que coûte, quoi. OK, très bien. Très, très bien. Bon, bah, merci beaucoup Sacha. Eh ben, avec Hem, plaisir. mais tu le king, tu m'entends? Tu fait tomber ta couronne, putain. Alors, pour terminer cet épisode, puisque, le temps file à une vitesse, mon Dieu, hem, pour, terminer cet épisode, j'avais écrit une conclusion, et cetera, pour faire genre je suis intelligent. Hem, mais, tu me diras si tu es d'accord avec moi, puisque, Ouais. entre, tu vois, la vidéo d'Angry Waifu, hein, qu'on a visionné tous les 2 et cet épisode, en fait, il y a un seul titre qui est différent, l'un de l'autre, c'est Arcanum, un manga en plus qui n'est quasiment pas, connu. Enfin, Mhm. je veux pas dénigrer du tout, cette œuvre, hein, qui est très agréable au demeurant, mais en tout cas, ça a pas du tout été un succès, en France et je ne pense pas au niveau du Japon. Et je trouve que ça montre quelque chose d'assez évident, mais jamais réellement soulevé en fait. Le handicap n'est pas une question traitée dans son ensemble dans les mangas. Alors, il va y avoir des mangas sur le handicap, hein, 2 ou 3 exemples dont on parlait durant cet épisode. Il va y avoir des mangas sur différentes neuroatypies. On va en parler, hein, dans un épisode futur. Et il y a plein de personnages en situation de handicap, mais le handicap en tant que sujet de fond n'est jamais réellement traité, alors même que ça représente dans le monde entier 8 milliards de personnes, soit 15% de la population. 8 milliards? Non. 8 millions. Et pardon, et Ça oui, ferait quand même vachement ça ferait beaucoup. de personnes handicapées. Ça ferait beaucoup. Non, effectivement, 8 millions de personnes, soit 15% de la population, ce qui est énorme. Est-ce que selon toi, c'est une conclusion qui est mélodramatique? Alors, effectivement, ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a un vrai problème de représentation du handicap dans le manga, mais pas que. Mais j'ai envie de dire, même pas que dans le manga, dans toutes les œuvres culturelles, il y a
le handicap est un sujet pas souvent traité. Pour autant, j'ai l'impression que il y en a de plus en plus. Et que j'ose espérer qu'on va vers plus de mangas qui vont traiter de ces sujets-là de manière différente, que ce soit de la tranche de vie, que ce soit du manga de sport, mais qui sait demain ce qu'on pourrait avoir. Ouais. Et je trouve ça vraiment super, mais c'est vrai que ça s'explique parce que c'est difficile de représenter voilà, le handicap. On en a parlé pendant tout l'épisode. C'est vrai que c'est un sujet qui est difficile, qui touche, entre guillemets, même si c'est 15%, je sais plus combien tu disais, de la population, ça Alors, reste une minorité. Justement, petit erratum, ce n'est absolument pas 8 millions ni 8 milliards. Je viens de revoir ma source, mes studios m'ont appelé directement. C'est 1,5 milliard de personnes, soit Ah oui. 15% effectivement de la population. D'accord, mais oui, je pense pas que Ouais, autant. pardon, excuse-moi. Mais effectivement, c'est difficile parce que c'est un sujet complexe qui souvent amène soit voilà des visions binaires, soit ultra larmoyantes, effectivement ultra voilà, oh là là, c'est dur d'être handicapé, soit parfois un peu trop caricatural. Donc avoir un manga vraiment réaliste, c'est pas facile. Mais on s'en approche de plus en plus et c'est ça qui est super. Merveilleuse conclusion. Alors, avant de se quitter, merci encore pour ta présence ici, Sacha. Merci Est-ce à que, toi. bon, avec grand plaisir, est-ce que tu aurais des recommandations de manga, tes dernières lectures, des mangas en lien avec le sujet ou même tes titres préférés dont tu voudrais nous parler? Carrément. Alors j'attendais cette question avec, avec impatience. Ouais, alors j'ai envie de commencer par et tu l'as lu aussi, c'est Evol de Atsushi Oui, Kaneko. bien sûr. C'est vraiment une claque que je me suis prise à la lecture. C'est la première œuvre de Kaneko que je lis et Ouais. elle est vraiment géniale. Par contre, gros trigger warning parce que ça traite de sujets assez Très violents. dur, oui. C'est un manga très violent. Très rapidement, est-ce que tu pourrais nous le présenter? Oui, très rapidement, on suit trois jeunes qui en fait ont voulu tous faire une tentative de suicide. Et ils se retrouvent à leur réveil à l'hôpital tous les trois, et sauf qu'en se réveillant, ils s'aperçoivent qu'ils ont des pouvoirs, parce qu'on est dans un monde dans un Japon où les gens ont des pouvoirs, mais très peu de gens. C'est-à-dire que le pouvoir, ça se transmet de manière héréditaire entre de super-héros de père en fils. Or, nos trois jeunes gens ne sont pas du tout affiliés à un super-héros, donc c'est un peu étrange. Sauf que comme ils ont vécu des choses très compliquées et très violentes dans leur vie, ils vont vouloir un peu utiliser ces pouvoirs pour se venger Ouais. de la société qui leur a fait du mal. Et donc c'est pour ça qu'ils vont faire le choix du mal, donc du Evil. Et oui. Voilà, mais c'est vraiment génial. Vraiment, c'est à lire de toute urgence. Bon, l'édition est un peu chère, malheureusement. C'est Delcourt Tonkam. C'est du 18 € le tome, mais c'est une super édition qui est hyper belle. Un beau bébé. Qui a un très beau bébé, donc ça vaut le coup pour se faire plaisir sur l'étagère. Voilà, c'est vraiment un super manga que j'ai adoré. Merveilleux. Eh bien, de mon côté, je vais continuer d'ailleurs sur Delcourt Tonkam avec un beau bébé qui lui est un poil moins cher, 15 €, puisque enfin, ça y est, hurrah, devrais-je dire, après 3 ans d'attente, la perfecte de Hellsing est enfin sortie. Un manga que vous connaissez peut-être par ses adaptations animées, manga de Kota Hirano qui raconte, un mélange subtil entre vampire, église et nazi. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime, finalement. Un bon melting pot fin 90, début 2000 qui s'inscrit clairement dans la lignée de ce qu'on avait à cette époque-là, c'est-à-dire du Black Lagoon, Oui.
Trigun, même période. Trigun, Ghost in the Shell, enfin on en a... Exactement, un côté bien urban fantasy, qu'on aime bien, gothique, bref, c'est parfait, je vous le conseille. Voilà, est-ce que... Ah si, aussi, est-ce que tu aurais une dernière reco avant que Eh je ben, lance écoute, oui, et j'aimerais, ok. voilà, très rapidement, c'est un manga français, et Oui. Cocorico, et je pense que tu sais de quoi je vais te parler. Et oui. Évidemment, Run to Heaven de Tohan, qui est édité chez Ankama. Et en plus, j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur à Angoulême, voilà, et d'avoir eu ma petite dédicace, donc en Merveilleux. plus. Mais c'est vraiment un manga génial. Il faut soutenir le manga français, et d'autant plus quand il est de cette qualité. Et donc très rapidement, ça se passe dans un futur proche, en 2036. Ça se passe sur une île fictive, et on suit une jeune fille qui s'appelle Fée, qui elle est passionnée de course, hein, qui ne rêve que de courir et de participer aux Jeux, non pas olympiques et paralympiques, mais aux Jeux mondiaux, D'accord. pour représenter son île. Sauf que, l'île en question est en fait coupée entre nord et sud, et il y a une guerre entre les deux Les camps. deux zones, ouais. Et donc on est dans c'est un peu, il y a vraiment un conflit armé, donc on suit voilà l'héroïne et les différents acteurs autour de, de, de cet univers un peu compliqué. Le dessin est magnifique. Pour les amateurs de musique comme moi, il y a des références musicales à toutes les 2 pages, donc vous allez être heureux. Et en plus de ça, il y a des twists dignes de Seven, ou je ne sais pas. Enfin, c'est vraiment, c'est génial. Et en plus, il y a le tome 2 qui vient de sortir. Et oui. Ou qui sort ce mois-ci. Qui vient de sortir. Il vient de sortir, début voilà, avril, c'est ça. ouais. Voilà. Donc c'est l'occasion. Il n'y a que 2 tomes pour l'instant, et c'est génial. Et qui se termine normalement en 5 ou 6 tomes, si je ne m'abuse. Ouais, c'est ça. Ça va être une série courte, donc d'autant plus, faut y aller, quoi. Et enfin, pour retomber sur nos pattes, je vais vous conseiller un manga qui est chez Boys Love IDP. Non, ne fuyez pas, s'il vous plaît. Restez. On va certes parler de Boys Love, mais je suis là. C'est bien. Bon sang, écoutez le dernier épisode de Caroline Segara, elle vous en dira que du bien. Je vais vous conseiller Idamari ga Kikoeru. Entends-tu le chant du soleil, un manga génial qui parle de handicap, à nouveau, de surdité, et en fait, tout simplement, c'est un manga donc de Fumino Yuki qui raconte à nouveau la vie de couple de 2 jeunes hommes qui vont apprendre à vivre par-delà la simple frontière du handicap d'un des 2 héros. C'est beau, c'est mignon, et bon sang qu'on en a besoin de ce genre de récit, parce que à nouveau, quand ça concerne 15% de la population mondiale, comme le dit les Nations Unies, eh bien, parlons-en, mettons-le en avant, bordel. Bon, merci beaucoup Sacha pour ta participation à cet épisode. Alors normalement je demande toujours où est-ce qu'on peut te retrouver. Là je pense que la réponse sera assez courte. Oui, parce que je ne suis pas comme tes autres invités, je n'ai pas de compte spécialisé sur le manga ou de contenu spécialisé sur tout ça. Mais vous pouvez me retrouver dans les rues de Bordeaux de temps en temps. Si vous voyez un fauteuil, il y a de grandes chances que ce soit moi. Non, je déconne, il y a d'autres personnes. Mais à la librairie Manga 4, par contre, à la librairie Manga 4, il y a de très fortes chances que ce soit moi. Bon, merveilleux. Merci à nouveau beaucoup, Sacha. Alors, tu connais la tradition. Est-ce que tu peux nous lire, ou nous dire plutôt, la fameuse phrase de conclusion d'Entrepods? Mais oui, carrément. Alors, le manga est né livre, et partout, il est dans les cases. Et c'était Entrepods, le podcast qui parle de beaucoup trop de choses et qui est toujours ravi de vous accueillir. Gros bisous tout le monde.
L'épisode vous a plu ? Vous souhaiteriez en apprendre plus ? Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, Threads et TikTok. De la part de toute l'équipe, nous tenions à vous remercier sincèrement d'avoir écouté ce podcast. D'ici là, prenez soin de vous, n'arrêtez jamais de lire, et à très vite pour discuter entre pods.